région est de la Côte d'Ivoire, à Caen, la fluidité routière sur l'axe Abengourou à Nibilékrou, des barrages gênent la circulation. Au sommaire également, la tournée africaine du président français. Emmanuel Macron était aujourd'hui au Burkina Faso, première étape de son voyage. Enfin, le 28 novembre 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale, la conférence de Téhéran s'ouvre en Iran. Les alliés, Royaume-Uni, États-Unis et Russie, décident du sort de l'Allemagne. Bienvenue, bonsoir à tous. L'axe Abengourou à Nibilékrou, une route qui pose problème. En effet, les populations des villages alentours érigent des barrages illicites. Cette situation entraîne bien entendu des conséquences fâcheuses, notamment la destruction du bitume. C'est un reportage de Eugène Atoubé. Ici à Sankadiokro, village à 12 km d'Abengourou. À l'entrée comme à la sortie de ce village, un barrage érigé au bon vouloir des populations pour obliger les automobilistes à réduire leur vitesse. Ceux-ci contraint même à effectuer des slaloms dangereux. Un véritable exercice d'équilibriste dans l'issue n'est pas toujours heureuse. Les bois qui émergent sur la voie, ça nous fatigue un peu. Je souhaitais qu'il n'a pas les bois sur la voie. Donc on a installé les pneus, ça pour assez de vitesse des camions. Les camions filent trop et ça provoque beaucoup d'accidents. Combien sont-ils les automobilistes surpris par ce barrage de Sankadiokro à la nuit tombée, échappant de justesse à un drame ou même victimes innombrables. Mais à la charge des automobilistes, l'excès de vitesse. C'est pour la lue qu'ils prennent pour passer dans le village qui crée toujours des accidents. C'est pourquoi on a mis les bois là. Et depuis qu'on a mis ces bois là aussi, vraiment, affaire d'accident là, il n'y en a plus sur les villages en bordure de route. Direction Zinzenou, dans le sens Sankadiokro à Nibilékrou. Dans cette localité dotée d'un poste de pesage, à cause de la surcharge des véhicules, on trouve le même type de barrage, à l'entrée comme à la sortie du village. Les jeunes en sont les auteurs. Ils avaient deux options, disent-ils, pour contraindre les conducteurs fous, observer la limitation de vitesse. Finalement, ils ont fait comme le voisin Sankadiokro, après avis des femmes. Il y a eu un accident très grave à Poponou. Il y a eu 2 morts. On a eu des élèves qui étaient à l'école même. Le taxi les a tués. Depuis qu'on a mis, les voitures viennent lentement. Comme on n'a pas eu la chance d'avoir les dos d'âne ici, donc à notre manière de faire ralentir les véhicules, ce sont les bois qu'on a mis sur la route. S'ils voient que ça leur dérange, qu'ils viennent doucement aussi. Justement, on peut remarquer sur le tronçon Abengourou à Nibilékrou l'absence de dos d'âne posés à l'entrée et à la sortie des villages pour freiner l'élan des véhicules qui vont à une allure démesurée, dans l'irrespect absolu du code de la route. Nous, on a demandé Djoda qu'ils n'ont qu'à mettre. Depuis cela, on n'a pas encore eu aussi. Donc c'est pourquoi on allait voir le chef du village. Le chef du village allait voir le préfet. C'est pour mettre ça. Les automobilistes eux-mêmes et les usagers de cette belle route regrettent cette situation qui donne du crédit aux actes illégaux posés par les populations des localités qui ont en partage la route Abengourou à Nibilékrou. À l'exemple de tous ces barrages sauvages qui la jonchent et visibles dans tous les villages traversés. Ce n'est pas légal, ce n'est pas réglementaire. Nous, on leur conseille de faire des dos d'âne. Et ces dos d'âne seront accompagnés de panneaux pour prévenir le conducteur qui arrive. Au-delà de la route Abengourou à Nibilékrou, de Konfao jusqu'à Tanda passant par Tankessé, les barrages illicites sont légion, objet d'alarme des automobilistes et des usagers. Véritable danger. Après le pont Komwe, jusqu'au dernier village de Azopé, nous avons des bandes irrigueuses. Et ces bandes irrigueuses sont accompagnées des panneaux qui indiquent aux transporteurs qui arrivent que vous allez aborder des bandes irrigueuses. Donc ça lui permet de réduire sa vitesse. Mais c'est bois. Ce n'est pas accompagné de panneaux. En voulant se protéger, on crée encore des accidents. On oublie que cette partie du bitume où sont érigés les barrages illicites se dégrade progressivement. Et avec le temps, tout le revêtement de la chaussée va disparaître, si rien n'est fait d'ici là. Tenir l'échéance des 15 ans pour ce qui est de la durabilité de cette route construite en 2016, comme l'affirment les experts en route, devient
une véritable gageure. Un tout autre sujet à présent, Reflect est une méthode d'alphabétisation lancée récemment à Djébonois dans la région centre du pays. Il s'agit de renforcer les capacités de communication des populations. Objectif, leur permettre de participer davantage aux décisions qui affectent leur quotidien. Les explications de Léon Brou de RTI Boaké. Disposés par groupe comme à des réunions villageoises ou en cercle comme à un jeu. Ces classes d'alphabétisation sont tenues par des volontaires locaux formés. Les apprenants, des adultes, participent à leur propre formation. C'est la méthode Reflect, une initiative de la Fondation Sacré-Cœur Missionnaire de la Charité et du Bureau de vente des producteurs, en abrégé BVP. Objectif, permettre aux populations rurales de savoir lire et écrire pour participer au final au développement de leur localité. Maman et papa apprenants, vous nous avez permis de nous émanciper en nous mettant à l'école. Nous pensons pouvoir vous retourner l'ascenseur en essayant d'attirer à vous aussi le développement. Et le développement commence par la formation, l'éducation. Pour pallier aux difficultés liées à l'analphabétisation, il y a une méthode qui a été employée, c'est la méthode La Reflect, qui permet à la population à la base de révéler leur véritable potentialité. Djébonois, commune d'expérimentation du projet Reflect. Pour les bénéficiaires, c'est une aubaine à mettre à profit. Je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Là, je suis ça là, je sais que je vais aller avant. Si demain, je sais lire, je vais changer plus que je sais écrire et je peux connaître un numéro. À partir de Djébonois, la méthode Reflect va s'inviter dans toute la région de Gbeke. Ici, la vision de la Fondation Sacré-Cœur et du Bureau de vente des producteurs est bien au-delà de la promotion du développement par les populations locales elles-mêmes. Ils entendent instaurer un espace démocratique de débat et de dialogue communautaire. Autre actualité, l'Africa Web Festival, grand rendez-vous du digital en Afrique. Cette 4e édition se déroule dans la commune de Cocody. L'occasion pour la radio-diffusion télévision ivoirienne de présenter au grand public sa nouvelle offre d'information numérique. Les détails avec Serge Coléa. RTI Info, c'est la nouvelle offre numérique de la radio-diffusion télévision ivoirienne. Pour le directeur général, il s'agit de renforcer la présence de la télévision nationale sur Internet et les réseaux sociaux. Selon le premier responsable de la RTI, plus d'1 500 000 internautes suivent la RTI, 250 000 suivent Twitter. Notre offre, elle comprend plusieurs choses. Comme on le disait, des contenus plus valorisés, donc des contenus découpés par thématique. Vous pouvez les rechercher, vous pouvez les retrouver selon vos centres d'intérêt. Donc si vous êtes intéressé par l'information institutionnelle, vous pouvez la trouver, y compris parfois en version plus étendue. Et si vous êtes intéressé par l'information économique, par l'information internationale, vous y accédez. Avec RTI Info, la radiodiffusion télévision ivoirienne entend offrir plusieurs possibilités d'information. RTI Info prend en compte RTI 1, RTI 2, Radio Côte d'Ivoire et Radio Boaké. La direction générale de la RTI a choisi l'ouverture de la 4e édition d'Africa Web Festival pour présenter cette nouvelle application. Ouagadougou au Burkina Faso, première étape de la tournée africaine du président français Emmanuel Macron. Il s'agit pour la France de renouveler ses relations avec le continent africain. Emmanuel Macron a prononcé un discours devant les étudiants de Ouagadougou. Plusieurs sujets au menu, notamment l'emploi jeune, la scolarisation de la jeune fille africaine et le terrorisme. Que faut-il retenir du discours du président français? Tout de suite, un extrait. Burkina, c'est aussi un emblème de l'aspiration démocratique de la jeunesse africaine. Et nul ne peut ignorer ce qui s'est passé ici il y a quelques années et ce qui continue de vivre. Cette vitalité démocratique, cette vitalité de la jeunesse du Faso, c'est aussi ce visage du continent africain que nous voulons voir. Je voulais rendre hommage à tout cela en faisant de Ouagadougou la première étape de ma tournée africaine.
Et c'est aussi un symbole, et c'est aussi pour marquer justement une nouvelle étape de notre relation, non seulement avec votre pays, Monsieur le Président, mais avec tout un continent. Rappelons que plusieurs dirigeants de l'Union africaine et de l'Union européenne vont participer au 5e sommet UA-UE. Les travaux vont se dérouler à Abidjan les 29 et 30 novembre prochains. Rencontre placée sous le signe de la jeunesse, avec en priorité la mise en place de perspectives économiques pour les jeunes Africains. Uhuru Kenyatta, investi président aujourd'hui au Kenya, a noté que des incidents ont eu lieu avant la cérémonie à Nairobi, la capitale. La police a en effet tiré des gaz lacrymogènes et affronté à coups de matraque des partisans de l'opposition. L'opposant Raila Odinga, de son côté, annonce qu'il va prêter serment comme président du Kenya le 12 décembre prochain, jour de l'indépendance du pays. Environ 11 morts dans des inondations et glissements de terrain sur l'île de Java en Indonésie. Quelques 400 personnes ont dû être évacuées. 3 dirigeants occidentaux autour d'une table à Téhéran, en Iran. Winston Churchill du Royaume-Uni, Franklin Roosevelt des États-Unis et Joseph Staline de la Russie se réunissent le 28 novembre 1943 en pleine Seconde Guerre mondiale. Lors de cette conférence, l'occupation de l'Allemagne est étudiée sans qu'un accord intervienne sur son démembrement. Les explications de Dangui Dangui. Il est 16 h ce jour-là, le 28 novembre 1943, lorsque s'ouvre la session plénière de la première rencontre des chefs des 3 puissances militaires alliées à l'ambassade soviétique à Téhéran. Le premier ministre britannique Winston Churchill et les présidents des États-Unis et du RSS, Franklin Roosevelt et Joseph Staline. Staline qui impose la date et le lieu, l'Iran, occupé dès 1941 par l'URSS et le Royaume-Uni. Même si les machines de guerre américaines et britanniques tournent à plein régime sur les théâtres asiatiques et méditerranéens, Staline est en position de force. Le Britannique, en revanche, en position de faiblesse. Le 28 novembre, Roosevelt et sa délégation, mis en garde par les Soviétiques contre les risques d'attentats, débarquent de l'ambassade américaine, trop éloignée pour s'installer dans les locaux de l'ambassade soviétique, qui juste la résidence de Churchill. Une session plénière décisive qui a pour objet d'arrêter la stratégie militaire alliée jusqu'à la fin de la guerre. Roosevelt obtient de Staline l'assurance qu'il ouvrira un front contre le Japon sitôt l'Allemagne défaite. Roosevelt s'empresse de recueillir l'accord de Staline à sa grande idée d'une organisation mondiale de sécurité. Elle pourrait être formée, suggère-t-il, par un corps consultatif représentatif de la communauté internationale et un comité exécutif de 10 membres où figureraient les 4 grands, les 3 présents plus la Chine nationaliste. Staline ne prise guère la présence d'un rival chinois dans le cercle des grands, mais il est rassuré par la promesse du président américain de réserver à chacun d'entre eux un droit de veto. Quant à la France, elle est écartée d'emblée par Roosevelt et par Staline. La France de Pétain qui devra ainsi payer le prix de sa collaboration avec les nazis, notamment en renonçant à son empire colonial. Le 1er décembre à 16 h, il ne reste que 2 questions pendantes, la Pologne et le sort de l'Allemagne. Staline fait accepter le principe de la frontière polono-soviétique le long de la ligne Curzon, du nom du secrétaire au Foreign Office qui avait proposé ce tracé en 1919. Le 2 décembre, chacun retourne dans sa capitale. Le plan d'opération militaire arrêté à Téhéran sera respecté avec les débarquements en 1944 en Normandie puis en Provence. La conférence de Yalta ratifiera en février 1945 le déplacement vers l'ouest des frontières de la Pologne. L'Organisation des Nations Unies, la grande idée de Roosevelt, verra le jour au printemps 1945 avec la charte de San Francisco. Bien avant Yalta, la conférence de Téhéran avait, en 3 jours, jeté les dés de l'ordre politique et militaire de l'après-guerre. Voilà, très bonne soirée à tous sur RTI2.